Et vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Alors on est un peu désorganisé ce matin, on doit vous l'avouer, avec les conditions météo qui ont un petit peu ralenti la progression de notre invité jusqu'au studio de la matinale. Il est venu, malgré ces conditions neigeuses, pour être en direct avec nous ce matin. Je le remercie d'autant plus. Nous accueillons Jonathan Chabert, paysan maraîcher, militant à la Confédération paysanne. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous, c'est un plaisir. Alors on va parler évidemment des problèmes de l'agriculture, des problèmes, j'allais presque dire de la paysannerie, c'est un vieux terme, mais je sais que vous êtes attaché à ce côté terrien, à ce côté paysan, à ce côté qui fait qu'aujourd'hui on a peut-être un peu oublié que les agriculteurs, les paysans nourrissent la France et ils se font entendre, ils sont dans les rues aujourd'hui pour dénoncer cet accord possible entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine avec le Mercosur. Ce serait une catastrophe pour la paysannerie, pour l'agriculture, si ce traité venait à être signé. Alors je tiens à dire que n'importe quel traité de libre-échange est une catastrophe, que ce soit pour les paysannes et les paysans des pays exportateurs, mais également les paysans qui reçoivent, dans l'occurrence ici la France, pour le Mercosur, mais ce serait une catastrophe également pour les agriculteurs outre-Atlantique. La Confédération paysanne dénonce les accords de libre-échange depuis sa fondation, depuis 1987. Pas pour un effet d'opportunisme comme semble le proposer la FNSEA, qui est très incohérente, qui d'un côté demande l'abaissement des normes et de l'autre demande l'alignement des normes. Soit j'ai pas compris, soit ils sont très incohérents. Et la Confédération paysanne a cette voix très claire, très nette, de refus non seulement du Mercosur, mais de tous les accords de libre-échange. Et on va parler du CETA, du TAFTA, de l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec la Chine, avec le Chili. Tous les accords de libre-échange nuisent aux paysannes et aux paysans, aux sociétés des pays exportateurs et importateurs, puisque c'est néfaste pour l'environnement, pour les conditions de travail, pour la santé et l'économie, bien sûr, des deux bords. Parce que c'est vrai, on ne parle pas forcément de l'aspect social, des conditions de travail qui sont ce qu'elles sont. On les connaît ici en France, mais dans ces pays exportateurs, ces pays d'Amérique latine qui ne travaillent pas forcément comme les paysans, les agriculteurs ici en Europe ou en France, ça a un impact important sur leur façon de travailler, sur ce qu'on leur demande aux agriculteurs outre-Atlantique. Souvent la question des pesticides a été remise sur la table comme outil de distorsion de concurrence. C'est pas nouveau. Les pesticides de synthèse, toute la famille fongicides, herbiers, etc., sont des outils de lutte économique. Dans un contexte de marché mondial où les paysannes et les paysans sont mis en compétition sur ce marché. Donc encore une fois, la Confédération paysanne et la Via Campesina sont cohérentes puisque nous demandons la sortie de l'agriculture de l'OMC, des accords cadres de l'OMC, et donc de ce fait de rétablir des équilibres par différents moyens, par différentes méthodes adaptées à chaque situation. Une méthode peut-être valable en Asie, moins en Europe et vice-versa. Faut cibler finalement les méthodes. Il y a pas de formule magique, on l'aurait trouvé. Donc pour trouver des façons à ce que le commerce puisse continuer d'avoir lieu, pour continuer d'avoir des formes au pluriel de commerce équitable, où entre le nord et le sud, y compris dans la zone nord, faut pas croire que parce que nous sommes européens ou français nous sommes parfaits, ça se saurait. Donc il y a des formes de commerce inéquitable, y compris sur notre territoire, et qui impactent le revenu paysan et qui forcent les paysannes et les paysans à être contraints à utiliser des OGM et des pesticides. Ces pesticides dont nous demandons la sortie, notamment des molécules cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Il ne faut pas oublier que quand on utilise des pesticides, on en est victime. Et que les victimes des pesticides sont des gens qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, voire décèdent. C'est pas du savon. Donc en demandant la sortie des accords de libre-échange, nous demandons également la mise en place d'un certain nombre de mesures qui permettent de se passer de ces outils. Voilà, donc peut-être un grand rééquilibre de l'agriculture, alors non seulement effectivement dans ces échanges internationaux, mais dans ces échanges, allez, on va dire territoriaux ici en France, parce que j'imagine qu'un agriculteur qui est dans le sud de la France ne travaille pas forcément comme un agriculteur ici en Bretagne. Oui, certes, je ne parlerai pas uniquement de l'accent. Comment dirais-je ?
les conditions pédoclimatiques induisent des méthodes de travail, naturellement. Mais comment je vais dire ça? Je pourrais prendre un exemple assez simple qui impacte le revenu paysan et qui induit une certaine forme d'industrialisation vers laquelle nous sommes forcés d'aller. On peut y résister, nous y résistons, mais cette marche accélérée induit un certain nombre de choses. Je vais prendre un exemple très costarmoricain. Il y a un producteur de pommes de terre, que je ne citerai pas pour le protéger, qui produit une centaine de tonnes de pommes de terre. Il est payé entre 5 et 15 centimes le kilo. Ces mêmes pommes de terre arrivent à 1,15 € dans une grande et moyenne surface. Je peux citer un producteur de courgettes qui est payé à 80 centimes le kilo de légumes. Ces mêmes courgettes arrivent à 3,80 €. Voilà le vol du revenu paysan. Voilà comment une inflation empêche les populations de manger dans une alimentation choisie et inclut in fine que les paysannes et les paysans sont tenus d'utiliser des méthodes pour compresser les coûts de production, sous-entendu le coût du travail, de la protection sociale et donc d'autres outils pour avoir des produits les moins chers possibles qui arrivent sur un marché dérégulé. Voilà un exemple du vol du revenu paysan et qui contraint, j'ai envie de dire, toutes les paysannes et les paysans à devoir courir sans cesse pour leurs revenus, et c'est une chose que nous dénonçons à la Confédération paysanne, et nous demandons la transparence des marges, nous demandons l'indexation des prix sur les coûts de production, c'est-à-dire sur le coût du travail, la protection sociale et le coût de production, sur toutes les productions laitières, les productions bovines, et etc., pour faire en sorte que chacun puisse vivre de son travail. On entend beaucoup d'agriculteurs, de paysans qui disent aujourd'hui avoir envie de tourner la page, de jeter l'éponge. C'est aussi la question de la reprise des exploitations. Les jeunes réfléchissent à deux fois avant d'aller en tout cas sur la reprise d'une exploitation, tant les contraintes sont importantes. Alors on a entendu certains syndicats, vous citiez tout à l'heure la FNSEA, se plaindre des contraintes administratives aussi. Elles pèsent aujourd'hui sur le monde agricole, sur le monde paysan. Est-ce que vous rejoignez la FNSEA sur ces constatations au moins et peut-être sur l'envie là aussi d'aller sur autre chose, d'aller sur une simplification ? Alors la simplification, on peut en parler, on peut aller sur le détail de chaque démarche. La réduction d'effectifs dans chaque direction départementale des territoires et de la mer pour notre département induit effectivement une compression administrative, induit que quand on a besoin d'avoir une réponse à une question, c'est plus compliqué. Et je salue les efforts très importants de la DDTM 22 d'essayer de faire le maximum pour y répondre. Mais il y a cette contrainte-là aussi de réduction d'effectifs humains qui amène à une compression accélérée et accentuée sur les paysannes et les paysans d'un certain nombre de déclarations obligatoires liées à une industrialisation de l'agriculture qui, du fait qu'elle devient industrielle, répond à des normes industrielles. Donc si on réinstalle des paysannes et des paysans sur des modèles plus vertueux, les contraintes vont se lisser. Je ne dis pas qu'elles vont disparaître, je dis qu'elles vont se lisser j'aime pas ce mot, mais en réarmant et en redotant les directions départementales de moyens humains, j'insiste, pour faire face à ces besoins. Faut pas oublier qu'il y a en moyenne entre 1, et je pense les très bonnes années, 3% de contrôle sur la totalité des exploitations agricoles de France. Et ce 1% amène, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait vérifier, à entre 80 et 90% où il n'y a pas de problème. Donc on parle de quoi en fait? On parle des 10% des exploitations où il y a des problèmes. Et pourquoi il y a des problèmes? Soit ce sont des gens qui ont été face à des contraintes économiques, donc n'ont pas réussi à faire à temps ou plus aisément les adaptations qu'on leur a demandées, ou ce sont des gens qui délibérément ont dépassé les bornes. On peut parler de notre département, de pollution des cours d'eau ou d'agrandissement excessif. De quoi parle-t-on exactement dans les contraintes administratives? Néanmoins, l'État a été, je vais trouver le bon mot, n'a pas su avoir la bonne mesure dans certaines situations de contrôle démesuré, de contraintes mal gérées. Et les conclusions du procès de Jérôme Laronce ne sont toujours pas arrivées. Pourquoi? Alors, on peut redire un petit mot de ce procès? Alors, Jérôme Laronce était paysan en France et victime de contraintes administratives, d'acharnement administratif. Il a été abattu par 2 balles de gendarmes. Donc, parce qu'il s'est senti pressuré, il a tenté de fuir de sa ferme et les gendarmes ont sans doute cru qu'il voulait lui foncer dessus, ce qui était faux. Donc il a été abattu par 2 balles. Voilà une victime d'acharnement, effectivement, qui démontre que quand ça va trop loin, ça va vraiment trop loin. Donc il faut trouver des méthodes pour sans doute simplifier certaines démarches, mais faire attention à ce qu'on ne supprime pas certaines normes
à défaut de préserver la santé humaine. Voilà, il faut avoir là aussi un équilibre, pouvoir préserver la santé humaine, donc avoir des normes, mais ne pas accabler finalement le monde paysan de normes qui sont finalement très contraignantes, on peut le dire comme ça. C'est une solution à plusieurs étapes. La sortie de l'agriculture des accords de l'OMC, l'interdiction des accords de libre-échange et la mise en place de mesures protectionnistes, une réforme de la PAC, l'indexation des prix sur les coûts de production et la garantie de l'alimentation sont une chaîne complexe et complète de solutions qui permettent de sortir par le haut de cette situation dans laquelle nous sommes. Et j'ai envie de dire, avec un vœu d'optimisme, que toutes les conditions sont réunies pour sortir par le haut de cette situation où nous sommes aujourd'hui. Et la Confédération paysanne est la seule qui propose des solutions concrètes pour sortir par le haut. Monsieur Arnaud Rousseau semble ne pas accepter le Mercosur parce que ça ne va pas dans son sens du groupe Avril, donc il défend plus les intérêts du groupe Avril que la FNSEA et les paysannes et les paysans. La coordination rurale demande la suppression des normes. Donc, est-ce que la coordination rurale est-elle favorable à déployer et à assumer la totalité des cancers qui en découleront? J'aimerais qu'elle réponde à cette question. Et donc la Confédération paysanne est le seul syndicat qui propose ces solutions complètes, complexes, non seulement dans le court terme, mais dans le moyen et long terme. Vous arrivez à vous faire entendre des pouvoirs publics, de gouvernement? Il y a un dialogue malgré tout, malgré la situation complexe, compliquée que vous vivez actuellement? La Confédération paysanne, depuis 1987 et auparavant, est un syndicat de combat et un syndicat de victoire. Alors, les victoires, c'est sur le temps long, mais nous gagnons. Nous avons gagné pour avoir 3 enveloppes d'aide dédiées à l'agriculture biologique. Nous avons gagné sur les mesures agro-environnementales. Nous avons gagné pour l'accompagnement des paysannes et des paysans liés à la tempête Kiran. Nous avons gagné à la Cour de justice de l'Union européenne pour faire en sorte que tous les fruits et légumes issus du Sahara occidental soient considérés comme tels. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'OMC que nous gagnons ce genre de choses. Et c'est énorme comme victoire et perspective. Nous avons gagné une aide couplée pour les fruits et légumes. Lapsus, j'aimerais que ce soit pour les fruits et légumes. Pour le maraîchage, ce qui est une première étape et nous voulons aller plus loin. Nous sommes en train de gagner pour l'assurance récolte. Donc oui, nous nous faisons entendre sur du temps long. Et quand ce n'est pas assez rapide, nous employons d'autres méthodes pour nous faire entendre. Donc les autres méthodes, ça peut être la rue, ça peut être la pression sur le gouvernement, ça peut être aussi montrer la colère dans les médias. On voit beaucoup d'agriculteurs, de paysans qui s'expriment ces jours derniers avec cette colère, cette désespérance aussi. On sent qu'il y a une forme de désespérance. Oui, alors la Confédération paysanne utilise toutes les méthodes qui lui sont habituelles, j'ai envie de dire. Effectivement, par des voies de manifestation toujours dans la non-violence, à visage découvert et dans la désobéissance civile éventuellement, en assumant nos actes pour faire progresser la loi ou la faire respecter. Et effectivement, cette colère, il y a à peu près 1 an, j'étais dans les studios également. Vous étiez venu nous en parler ici, effectivement. Oui, il y a un petit peu moins d'1 an. Un petit peu moins d'1 an, effectivement. Donc cette colère, elle est palpable, cette colère, elle est insupportable. Et on sent un essoufflement, on sent une perte d'espoir, et pourtant l'espoir, il est là. Et si les gens se retrouvent, si les gens sont capables d'aller ensemble, c'est qu'ils ont encore un peu d'espoir. Et cet espoir, on doit être, nous, responsables agricoles, capables de le propager, capables de le diffuser, de le partager, et de prouver que nous en sommes capables, et nous en sommes capables. Alors justement, vous faisiez référence à votre venue il y a un petit peu moins d'1 an. Vous y avait déjà la colère paysanne où les tracteurs étaient dans les rues, bloquaient les voies principales d'accès. On a l'impression qu'en 1 an, on n'a pas avancé beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une dissolution entre-temps. Voilà, j'allais y venir, mais je voulais vous entendre là-dessus et puis effectivement rebondir sur cette dissolution qui a cassé des dynamiques, j'imagine, qui avaient été mises en place. Ce sont des mois de travail à l'Assemblée nationale et je citerai, je crois, un de vos invités, si je ne m'abuse, monsieur Éric Botorel, qui avait dit lui-même sur un point, tout ce qu'on a fait avant, ça n'a pas tellement d'importance par rapport à ce qu'on va faire maintenant. Et des mois de travail, des semaines de travail ont été mis à la poubelle en un claquement de doigts. Donc mécaniquement, ça retarde le déploiement de solutions. Alors Michel Barnier a annoncé hier ou avant-hier un débat à l'Assemblée nationale suivi d'un vote. Bah, c'est 1 an de retard, voire des années de retard. Il aurait pu le faire avant. Mais tant mieux s'il y va. Avec quand même la menace d'un 49.3 possible, voire même d'une censure du gouvernement, et là on repartirait, si vous me permettez le terme, un peu à zéro. Alors une chose à la fois. Je ne lis pas encore dans une boule de cristal, ni dans le mar de café. Donc une chose à la fois. S'il faut maintenir la pression, nous maintiendrons la pression.
S'il faut coûte que coûte bloquer des éléments, nous bloquerons les éléments pour faire en sorte que non seulement cet accord de libre-échange, mais d'autres soit refusé. Le travail de fond continue. Nous manifestons, mais nous continuons un travail de fond d'accompagnement de paysannes et des paysans à titre individuel dans certaines situations, ou de la défense collective. Le travail de fond continue de façon permanente. Alors justement, si demain, voilà, alors on va avancer un petit peu, on va faire un petit peu de prospective sans lire dans le mar de café parce que évidemment la politique c'est pas une science exacte. Si demain il y a effectivement une censure et la composition d'un nouveau gouvernement, j'imagine que vous allez y être attentif. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui va encore repousser et ralentir le processus de dialogue et puis surtout la pression que vous avez mise en place pour éviter que ces accords soient signés, ce fameux accord de Mercosur entre autres? Nous continuons la pression quoi qu'il arrive si cet accord venait à être ralenti. En ce qui concerne la censure du gouvernement, ça veut dire un ralentissement du travail parlementaire. C'est pas parce que le travail ralentit qu'on ne va pas maintenir une forme de dialogue. N'oublions pas qu'il y a plusieurs strates de travail et plusieurs strates au niveau de l'État qui continuent leur travail sur le terrain quotidiennement, que cela soit dans les directions départementales, au niveau des préfectures. Si l'Assemblée nationale est dissoute, le Sénat, lui, n'est pas dissous. Donc on peut continuer le travail avec les sénateurs et les sénatrices. Nous pouvons continuer le travail avec les collectivités territoriales. Nous pouvons continuer le travail à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle de l'ONU. Il y a différentes strates de travail. Et il y a un groupe de mémoire de 5 ou 7 personnes qui travaillent, donc composé de la société civile, composé de paysannes et de paysans. Je cite Geneviève Savigny, qui est donc déléguée française issue de la Via Campesina, donc de la Confédération paysanne, pour la diffusion et la propagation de la Déclaration universelle des droits paysannes et paysans et des populations rurales, pour les faire progresser partout. Donc le droit progresse partout. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir le soutien de la population? Parce qu'on voit quand même aujourd'hui que lorsqu'il y a un blocage ou lorsqu'il y a des agriculteurs, des paysans qui manifestent, dans l'ensemble, la population accueille plutôt bien ce mouvement de contestation. Dans l'ensemble, la population accueille plutôt bien ce mouvement, effectivement, mais il faut être très clair sur ce que nous exprimons. Et la Confédération paysanne a toujours eu le soutien de la population parce que nous avons été très clairs sur notre projet de société. Nous ne visons pas un projet de société inégalitaire, nous visons à faire progresser la société sur différents axes parce que nous faisons partie d'elle-même. Nous ne sommes pas à part. Nous sommes un peu bizarres avec notre acteur peut-être, mais non, nous faisons partie de la société. Et ensemble, nous pouvons faire progresser la question du droit, la question des communs, la question de l'alimentation, la question du revenu, ensemble. Et donc effectivement, notre projet de société à la Confédération paysanne, certes, concerne les agriculteurs, les agricultrices, bien sûr, mais concerne toute la société, je le répète, parce que nous voulons vraiment que ces communs progressent, que le droit à l'alimentation progresse, que le droit au revenu progresse et le droit de vivre heureux in fine. Voilà, donc tout un volet qui est bien au-delà, effectivement, de la question paysanne et agricole. Aujourd'hui, on le sent, vous êtes à deux doigts, finalement, de faire bouger les choses, mais il y a quand même, au niveau, par exemple, de cet accord, on y revient, de cet accord de Mercosur, des voix qui disent, on pourrait peut-être l'aménager, si j'en crois les dernières publications de la Confédération paysanne, il n'est pas question pour vous d'aménager cet accord de libre-échange. Non, c'est pas question d'aménager, si on le refuse, point. Celui-ci et tous les autres. Il n'y a pas d'aménagement possible, non. Alors, vous parliez de projet de société tout à l'heure. La société s'inquiète aujourd'hui du réchauffement climatique, du changement climatique. On voit ce qui se passe dans des pays voisins. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, mais aussi en France, avec beaucoup d'inondations, beaucoup de choses. Et il y a l'environnement. Alors, il y a toujours cette question des algues vertes. Aujourd'hui, ici, en baie de Saint-Brieuc et même en baie de Morlaix, un petit peu plus loin. Là aussi, ça fait partie de vos préoccupations. Préserver l'environnement, aller vers une agriculture différente, plus respectueuse finalement. Le projet de la Confédération paysanne, c'est une agriculture paysanne. C'est pas une alternative, c'est de faire un modèle complet. Faut changer de modèle. Faut changer de modèle. Et nous proposons un modèle complet qui vise à l'autonomie, qui vise à la qualité des productions, au travail avec la nature, à la répartition, à des fermes transmissibles, à un développement local. C'est un projet complet, complexe,
et qui permet de s'adapter à tous les territoires dans leur complexité, dans leur diversité, pour faire face à ces problématiques environnementales qui, in fine, sont nos problématiques. Quand on ne peut plus boire d'une eau potable, quand on n'a plus d'eau potable, c'est un problème complexe qui concerne toute la société. Et l'agriculture peut y répondre en partie parce qu'elle devient plus résiliente, parce qu'elle devient plus autonome, moins consommatrice d'énergie fossile, etc. Donc chaque territoire a ses solutions, les solutions qui peuvent être adaptées dans la mesure où l'agriculture garde son rôle principal qui est celui de produire des biens alimentaires. On peut avoir une production secondaire, une production tertiaire, XY, mais la production principale reste la production d'alimentation. Avec justement ce changement climatique, il va vous obliger peut-être aussi à changer les cultures, à modifier les types de cultures qui vont être implantées sur le territoire et à travailler peut-être différemment aussi aujourd'hui, à s'adapter finalement. Alors ça fait 10 000 ans que l'agriculture s'adapte, mais nous sommes contraints de nous adapter beaucoup plus vite que ce qu'on avait l'habitude de faire et il n'y a pas de formule magique. La Confédération paysanne, comme dans les autres syndicats, là c'est peut-être un point commun, c'est que nous sommes tous devant le même constat. Effectivement, les choses s'accélèrent. Effectivement, le dérèglement climatique est de plus en plus violent. Donc oui, il faut trouver des solutions beaucoup plus vite que prévu. Il y a des solutions de stockage de carbone dans les sols. Il y a des solutions d'économie en eau. Il y a des solutions sur des fermes plus résilientes. Il y a des solutions peut-être sur des nouvelles cultures, des nouvelles espèces. A contrario que nous refuserons toujours les organismes génétiquement modifiés parce qu'ils ne sont pas une solution en termes d'autonomie, en termes d'adaptation au climat, en termes de pérennité, en termes de rendement, etc. Donc les solutions que nous proposons sont diverses et s'adaptent à tous les territoires, encore une fois. On va pas imposer, je vais prendre une caricature, on va pas imposer les oliviers en Bretagne parce que ça ferait plaisir. Non, mais on voit que la vigne est en train de revenir, à titre d'exemple. On a vu en 2022 que des fermes plus arborées, avec des haies, de l'agroforesterie, un pâturage plus extensif, ont plus tenu le choc en 2022 en Bretagne. C'est deux ou trois exemples au hasard. On a vu que des fermes qui avaient plus stocké le carbone dans les sols, qui avaient des prairies plus anciennes, ont mieux résisté à la sécheresse. Donc ce sont autant d'exemples qui montrent qu'une autre agriculture est possible, et cette agriculture, nous la revendiquons en tant que telle, et c'est le message que nous portons et que nous sommes capables de porter. C'est en fait un retour à une agriculture plus vertueuse, on l'aura évidemment compris, mais c'est un petit peu un retour à une agriculture d'avant, alors peut-être avec les moyens modernes, mais à une agriculture d'avant, peut-être une agriculture de bon sens, si vous me permettez le terme. Non, nous sommes dans le progrès, nous sommes dans la progression, nous sommes dans la capacité de trouver des solutions adaptées à notre temps. Alors l'agriculture d'avant, moi je sais pas, j'ai que 38 ans, je sais pas comment c'était avant. Je parlais de bon sens. Une agriculture où il y a plus de paysannes et de paysans, oui. Il nous faut des actifs, il nous faut des gens sur des fermes capables d'embrasser la totalité de la complexité agricole, capables de nourrir les territoires. Ça, c'est pour nous, c'est l'agriculture de demain, une agriculture où il y a plus de paysannes et de paysans, où les territoires sont diversifiés, ont différentes formes de culture, d'agriculture, d'élevage, de culture fruitière et ainsi de suite. Ça, c'est l'agriculture de demain. Alors, est-ce qu'il y aura des nouvelles techniques ? Peut-être, je lis pas dans le mar de café, mais il y aura des techniques qui vont s'adapter. Il y a des techniques qui vont émerger du collectif et de l'intelligence collective comme elles l'ont toujours fait. L'intelligence artificielle, robotique, génétique, électronique, ce fameux triptyque, nous le refusons au profit de protéger, installer, socialiser. Nous sommes favorables à des solutions aussi diverses que variées, de la mise en commun, encore une fois, et c'est la force du commun qui trouve de quoi aller vers l'avant. C'est aussi la discussion, le dialogue avec les gens qui sont sur le terrain. On entend beaucoup aujourd'hui les Françaises, les Bretons, les Françaises, les Bretons, les Bretonnes s'exprimer, être en colère sur bien des sujets. On pense justement peut-être au fait aussi de pouvoir chaque mois remplir son caddie. Alors, est-ce qu'il y a ce dialogue aussi sur le terrain avec voilà, les Bretons, les Bretonnes, en leur disant « Nous, on est là, on peut proposer autre chose ». Est-ce que ce dialogue-là se fait? Est-ce que il y a des demandes aussi? Tous les jours. Ouais. Oui, tous les jours, tout le temps, régulièrement. La Confédération paysanne nourrit ce dialogue permanent avec la société civile, que cela soit vis-à-vis des consommateurs eux-mêmes, des citoyennes et des citoyens, vis-à-vis des associations syndicales, des associations de distribution alimentaire, et j'en passe, les soignants. Nous avons ce dialogue permanent, et c'est pourquoi nous avons cette singularité de proposer une solution qui tire l'ensemble vers le haut, qu'est la sécurité sociale de l'alimentation, qui peut sembler un projet... Alors j'allais y venir, mais vous m'avez devancé. Une perspective lointaine, effectivement. Sortir l'agriculture du marché, ça sous-entend trouver une autre solution pour avoir une agriculture agroécologiquement
performante, pour avoir une agriculture qui fait face aux besoins du climat, pour avoir une agriculture qui nourrisse les citoyennes et les citoyens. Et cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est de permettre et de garantir l'accès à l'alimentation tous les mois, avec un budget dédié à chaque Française et chaque Français de notre pays. Et sortir ces 8,5 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire tous les jours en France, de cette précarité violente, pour faire en sorte qu'ils puissent choisir leur alimentation. On entend aujourd'hui, on le lit, alors que les Restos du Cœur vont fêter leurs 40 ans. On voit aujourd'hui des gens qui n'ont plus accès finalement à l'essentiel, aux légumes, au lait, alors qu'on demande aux gens de mieux se nourrir aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas le faire. Une auditrice nous a sollicité, en sachant que vous veniez, en disant, moi, je veux bien manger 5 fruits et légumes par jour, mais je n'en ai pas les moyens. La FNSEA et la coordination rurale, sur ce plan-là, ne proposent rien. Ils proposent l'industrialisation de l'agriculture, ils proposent des prix des produits à bas coût, mais comme il n'y a pas la transparence des marges, ils arriveront de toute façon avec une inflation qui feront que cette personne ne pourra pas avoir accès à une alimentation choisie. Cette sécurité sociale de l'alimentation sert à la résolution de cette question, effectivement. Je pourrais citer une personne dans le quartier Saint-Michel à Saint-Brieuc, qui a 85 ans, me regarde droit dans les yeux et qui me dit, si j'ai pas le secours catholique, je mange pas. Quand on est paysan, quand on reprend cette phrase-là en pleine tête, ça fait bizarre. Donc effectivement, ces situations, je les connais. Et nous pouvons faire des efforts sur nos fermes pour réduire les coûts de production, certes, des légumes qui produisent plus, et ainsi de suite, et j'en passe. Oui, certes, mais on ne résoudra pas cette question fondamentale. Donc il faut tirer l'agriculture vers le haut, il faut tirer la société vers le haut par une proposition novatrice. Et c'est la proposition que nous portons au sein d'un collectif qui comporte beaucoup d'associations pour la faire progresser. Et il y a des expérimentations qui marchent partout en France. J'ai plus la liste en tête, mais de Montpellier en passant par la Drôme, en passant par le nord de la France, en passant par Reims, etc. Il y a plein d'initiatives qui se mettent en place et qui marchent. C'est-à-dire qui permettent à des gens qui n'ont pas le choix, comme cette dame, comme on est, de pouvoir progresser, de pouvoir avoir accès à l'alimentation. C'est un travail de longue haleine. Mais quand il va percer, il va être vraiment déterminant. Et entre deux, il faut trouver des solutions à court terme, certes, mais nous allons y arriver. Alors il nous reste 2 petites minutes, à peine, me dit notre réalisateur. Est-ce que c'est plus difficile pour certaines régions? Alors je vais prendre encore un peu par chauvinisme l'exemple de la Bretagne, où on a un modèle agricole très ancré depuis l'après-guerre. Est-ce que c'est plus difficile de faire bouger les mentalités? C'est complexe, votre question. Vaste question. Je vous demande pas de tout détailler, mais est-ce que vous sentez qu'il y a des résistances quelque part? La progression des mesures, quelques exemples. La progression des mesures agro-environnementales, et le fait est que nous sommes des régions qui en souscrivent le plus, est un exemple qui donne une capacité de transformation des systèmes de façon relativement rapide. Exiger la transparence des marges, et exiger l'indexation des prix sur les coûts de production et donc l'accès à l'alimentation derrière, je ne reviendrai pas dessus, ça permet instantanément de faire basculer l'agriculture. Alors je dis instantanément, c'est en quelques mois, peut-être en 2 ans, on peut arriver à faire une transformation extrêmement rapide. Donc oui, l'espoir est là, les moyens sont là, si l'État s'en donne les moyens, et il peut s'en donner les moyens, et c'est la force que nous avons à la Confédération paysanne d'avoir ces solutions. Merci infiniment, Jonathan Chabert, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes paysan maraîcher et également militant à la Confédération paysanne. Merci d'avoir apporté votre éclairage sur une autre agriculture. On aime bien entendre les différents points de vue sur Bretagne 5. Merci beaucoup. Et encore merci de nous avoir rejoints dans les conditions météo qui sont celles de ce jeudi matin. Je vous souhaite une très belle journée. Très belle journée à vous aussi. Merci beaucoup. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.